Alors, mail, c'est un Bonjour à particulier? tous, bienvenue à ce webinaire, sur la transmission reprise d'entreprise. Nous sommes ravis de vous accueillir et ravis que vous puissiez participer à cette séquence. Vous serez accompagnés pendant tout ce webinaire par, Patricia et Marine, qui sont des expertes en matière de transmission d'entreprise. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aborder avec vous, la transmission à des proches et la façon dont on peut le faire, de manière la plus opportune possible. Bonjour à madame Soubéran et bienvenue. L'objectif, c'est de passer, un peu à peu près 1 heure ensemble, d'aborder tous ces aspects-là, d'être en capacité de répondre à vos questions, mais vous l'imaginez bien, on ne sera pas non plus en capacité de rentrer dans les sujets bien particuliers de vos transmissions. Là, l'objectif, c'est de vous sensibiliser à des dimensions qui seront les vôtres, si c'est la perspective, et aussi de vous permettre à terme de pouvoir solliciter la CMA pour être, accompagné sur votre processus de transmission. Donc bonsoir à tous. Est-ce qu'on a géré du coup le support, Patricia? Oui, non, peut-être, ne se prononce pas. Je Pas vais vous laisser encore. je vais vous laisser vous présenter, comme ça me laissera le temps de pouvoir, télécharger le support. Donc, Patricia ou Marine, c'est comme vous voulez, vous Vas-y, Patricia. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Patricia Périllon, responsable de service entreprises et territoires en Haute-Loire. Et donc, effectivement, le sujet de ce soir, c'est transmission d'entreprise en famille. Donc bonjour, Marine Berger. Je suis responsable du service création et entreprise et territoires de la Savoie. Et donc, j'accompagne Patricia ce soir sur le webinaire transmission d'entreprise en famille. Donc l'objectif, Yael en a un petit peu parlé. Mais avant, peut-être que tout le monde n'est pas complètement arrivé. J'ai vu qu'il y avait une trentaine de personnes et pour l'instant, on a 10 connexions. bon, ouais, c'est arrivé Revel tranquillement. est connecté. Donc, bonsoir Madame Revel, puisque je vois que la Savoie est présente. Oui, donc peut-être, juste en 2 mots, vous présenter c'est fait, mais peut-être, rebalayer, le temps que je partage le support, les aspects que peuvent revêtir une transmission dans le cadre familial, des enjeux qui peuvent s'offrir aux participants à cette réunion. Bah, en tout cas, ce que tu as dit, c'est que l'objectif du webinaire de ce soir est donc de parler de transmission dans un cadre un peu plus précis qui est celui de la famille. Et tu l'as dit aussi, il s'inscrit dans un process où il y a eu plusieurs déjà webinaires qui étaient dédiés à cette thématique. Il y en a déjà 2 qui sont passés et un le mois Mmh. prochain. Celui du mois dernier, il était complètement dédié à la fiscalité. Donc on en parlera évidemment ce soir parce qu'il y a pas de transmission familiale, sans parler forcément de fiscalité, mais on ne sera pas aussi précis que l'était le webinaire qui était dédié. Celui du mois prochain, il a aussi un rapport avec la transmission, c'est que faire de ma vie après? Alors il est pas présenté comme tel, mais c'était un peu la réflexion qu'on s'était fait. Merci. Et puis, aujourd'hui, tu l'as dit, on va enclencher la réflexion de l'intérêt ou non de se poser la question d'une transmission dans le cadre familial, qui est un cadre tout particulier puisque chaque famille étant unique, on va dire chaque transmission est unique, mais là, c'est pas une seule personne qui transmet, c'est tout un groupe qui doit se mettre d'accord, qui doit respecter des équilibres. Donc on est vraiment sur le b.a-ba du sujet. En effet, la transmission, familiale, malgré un cadre fiscal qui est commun avec les autres transmissions, alors bien qu'il y ait quelques aménagements pour les familles, Mmh. et à regarder avec précision, hein, puisque chaque famille, je viens de vous le dire, est un peu spécifique, mais ça, on le reverra. Juste pour donner un petit cadre, général, avant qu'on rentre dans le sujet, c'est qu'en 2000, donc c'était hier, autant le dire, il y avait 18 des entreprises qui étaient considérées, qui étaient cédées dans le cadre familial et Patricia et moi, on l'a vu et aujourd'hui, il y a plus que 10 et pourtant, on sait que c'est quand même assez intéressant de transmettre une entreprise familiale et de passer un patrimoine de manière plus large.
Donc le programme de ce soir, il s'est affiché par magie et je te remercie Avec plaisir. d'avoir été le jeune de la technique parce qu'on n'était pas complètement à l'aise. Néanmoins, on a bien travaillé sur le support, donc on va plus maîtriser l'info que le défilé. Donc on s'était dit quand on a réfléchi avec Patricia, c'est que les conditions du projet, il fallait reparler un peu des protagonistes, qui est concerné par cette transmission. Donc on parlera évidemment du cédant ou des cédants. On parlera du repreneur ou des repreneurs. On parlera aussi de ceux qui ne reprennent pas, parce qu'ils ont une place un peu spécifique dans ce programme. Et puis, on parlera de l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu les conditions. On parlera aussi de la chambre de métier de manière brève, mais on le développera surtout en fin de notre webinaire où on replace un peu comment on peut accompagner les gens. Avant de démarrer une transmission, évidemment, on va se poser les raisons. On sait que potentiellement la raison retraite est une des raisons, mais c'est pas la seule. Et puis, pour que tout projet puisse démarrer de manière complètement sereine, il faut parler des freins qu'il faut à tout prix lever pour lancer la transmission. C'est pour ça que attendez, là ça vient trop vite. Je peux te laisser gérer, ouais, merci. Ouais, je vais gérer. On fera donc les enjeux humains, puisqu'on l'a dit, c'est une spécificité de la transmission familiale, c'est encore, même si dans toute transmission, l'enjeu humain, il a son importance. Il y a les enjeux patrimoniaux qui sont très forts parce que souvent les patrimoines personnels et professionnels sont liés. Des enjeux juridiques et économiques. Je vous l'ai dit aussi en introduction, on parlera des outils juridiques, des modalités de transmission, mais toi-même, tu l'as dit, Yael, on ne pourra pas aller dans le détail de tout. Notre objectif avec Patricia, c'est quand même de vous donner des billes hein, pour réfléchir à cette transmission un peu spécifique. On fera de la fiscalité, mais évidemment, il y a des outils à optimiser. Et puis, on parlera du bénéficiement de la schéma, comme je vous l'ai déjà exprimé. Donc, cette fois, en effet, si je regarde le nombre de personnes connectées, on est un peu en deçà de ce qui était inscrit. Néanmoins, on va démarrer. Alors, va-t-on recevoir la présentation en fin de webinaire? Certainement. Ah, je vous ai perdu. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi la chambre de métier? On s'est posé la question dans un process d'amélioration continue que finalement, je vous l'ai déjà un peu dit, on est expert de la transmission depuis très longtemps puisque les chambres de métier, elles ont 100 ans et on a toujours fait de la transmission. On a fêté les 100 ans cet été et ce qui fait un expert du réseau chambres de métier, c'est qu'il connaît les artisans et les entreprises artisanales avec des spécificités très fortes dans chaque métier. Donc on trouvait que c'était intéressant qu'on remette la transmission et la transmission familiale, à l'ordre du jour. On est à la neutralité du réseau, on roule ni pour, le cédant, ni pour le repreneur. Alors bon, normalement en famille, ça pose moins de problèmes, mais néanmoins, voilà, on est au service des 2 et du repreneur et du cédant. Et puis on a des connaissances spécifiques sur, les métiers, On a des gens du bâtiment, mais de l'alimentaire, on sait qu'il y a des spécificités qu'il faut lever, dans toutes les transmissions. Et puis on a une connaissance, fine des territoires, En préparant ce webinaire avec Patricia, on parlait par exemple des ventes de licences de taxi. On sait qu'une vente de licence de taxi en Savoie, ça aura ni, le même contexte juridique et même, les montants, en jeu qu'en Haute-Loire. Mmh. Et pourtant, c'est le même métier. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est que, on a des outils à disposition qui sont dédiés à ça. Il y a, le Transentreprise qui est un site qu'on partage avec la chambre de commerce et puis d'autres, opérateurs de la transmission. On a un logiciel dédié sur les évaluations de fonds et de parts sociales. Et puis, dans le cadre de notre offre, plus globale, on a, surtout pour les repreneurs, des accompagnements financiers et des prêts, artisans à taux zéro qui peuvent venir, soulager des plans de financement de reprise. Voilà pour cette, présentation. Donc on y va toujours sur les protagonistes. Alors, au début, il y a une histoire, au départ, il y a un ou des chefs d'entreprise qui, font tout. Ils sont à la fois DAF, ils sont à la fois,
les personnes qui gèrent les extras, les employés, les fournisseurs. Souvent, ils ont des parts sociales, ils sont mandataires, ils désignent les chantiers, ils gèrent les ventes, les commandes. Et cette personne-là, c'est souvent une ou deux personnes, et cette une ou deux personnes, elle va partir. Et donc, le cédant, c'est pas qu'un chef d'entreprise, c'est aussi toutes ces fonctions-là. Et ce qui nous a le plus interpellés, c'est que, céder, c'est pas que céder, un patrimoine, ni, de changer de dirigeant, c'est, r répartir toutes ces tâches-là et les lever un peu, qui fait quoi. Donc finalement, c'est un peu une mise à plat, hein, de l'entreprise. Et puis, il y a ce chef d'entreprise qui, lui, va dire, «Pourquoi j'arrête? Est-ce que j'ai l'âge de partir à la retraite? Est-ce que j'ai envie de partir? Quels sont mes besoins?» Tout ça, on va le revoir quand on fera les enjeux, plutôt personnels et patrimoniaux. Mais voilà, au départ, il y a le cédant ou les cédants, et ils vont devoir, valoriser un patrimoine. Ils ont, leur entreprise qui existe, il va en falloir en faire quelque chose. C'est lui qui aura le dernier mot aussi, c'est lui qui va décider qui sera le repreneur en cas de potentiel, plusieurs appelés. Et puis, lui aussi, il a un enjeu d'assurer, l'après. Et on sait que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est conserver les liens familiaux, qui parfois est un point bloquant. Donc pas de cession s'il n'y a pas de cédant. Et puis c'est celui, en cas de si ça avance pas, c'est lui quand même qui a la main mise, sur tout le process. Il y a, les repreneurs ou les repreneurs, donc il ne doit pas être connu seulement par le cédant. Parfois, on ne le connaît pas toujours à ce moment-là, hein, mais ça, je laisserai Patricia reprendre la main, sur les enjeux. Heu, parfois, il connaît l'entreprise, parfois pas. Parfois, il est du métier, parfois pas. Et finalement, le repreneur, c'est pas, lui qui, juste devient le dirigeant de demain. C'est lui qui, comme je viens de vous l'exprimer, va reprendre toutes les tâches du cédant, à la fois DRH, financier, celui qui décide des commandes, acheteur, enfin, c'est pas simplement on désigne pas quelqu'un. Il y a aussi, à connaître le métier à la fois technique, et parfois, vous le savez, hein, dans les métiers, artisanaux, il faut avoir une compétence, et auquel cas, dans un des exemples dont je vous parlerai à la fin, on a accompagné un fils, de charpentier à passer le CAP. Et puis, il faut aussi qu'ils connaissent le métier de dirigeant. Donc il y a cette double casquette qui est pas si simple. Et il y a quelque chose aussi, on s'est rendu compte en préparant ce webinaire, il y a un autre protagoniste dont on parlait un peu moins, qui étaient les autres membres de la famille. Le droit français étant assez protecteur, il n'y a pas tellement de sujets sur le fait qu'il aura sa part. Néanmoins, le fait de formaliser sa décision de pas de reprendre et de renoncer positivement parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il ne sait pas faire, parce que, pour plein de choses, ça va quand même améliorer le process, pour aller au bout. Et puis, gérer à l'équilibre avec, les frères et sœurs, hein, s'il y en a. Et c'est pas parce qu'il ne sera pas, dirigeant qu'il ne peut pas quand même garder, on va dire une sorte de place dans cette nouvelle organisation qui pourrait être, une place de salarié, peut-être avoir un mandat, peut-être avoir des parts, enfin, on rentrera plus dans la technique un peu plus tard. Et puis le dernier protagoniste pour que tout soit aligné, il y a l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a une santé financière. Une santé, qui peut fluctuer d'une année sur l'autre, hein. Tout ça, l'objectif, c'est quand même, de présenter quelque chose à ses descendants, ou en tout cas à sa famille, de manière assez précise. Vous le savez, quand on fait des transmissions, qu'elles soient familiales ou non, on se base souvent sur 3 années, d'exercice, parce que les années se suivent et se ressemblent pas. Je vous refais pas l'histoire, mais entre, le covid, les augmentations de matières premières, les augmentations d'énergie, forcément, il y a des choses au bilan et au compte de résultats qui ont bougé. Et si on veut avoir un reflet d'une entreprise qui a 10, 15, 20, 30 ans, faut l'observer sur plusieurs années. Il y a sa composition et son modèle de gouvernance, mais on y reviendra. En fonction de la forme juridique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il faudra réfléchir un peu différemment.
Elle a un objet existentiel au démarrage. Peut-être que cet objet va évoluer parce que le marché a évolué. Et puis, on l'a dit aussi, il y a le patrimoine hein, qui est parfois très lié avec le patrimoine personnel, avec par exemple des véhicules ou les murs qui appartiennent. Enfin, on le redéploiera un peu plus loin. Et puis, son avenir et son développement. Est-ce qu'on est sur un marché qui continue à porter ou est-ce qu'il a fondamentalement changé et auquel cas il faut repenser ou peut-être vendre qu'une partie. Enfin, voilà, tout ça fait qu'une fois qu'on a bien identifié qui étaient les protagonistes, on peut complètement démarrer l'affaire. Et puis aussi, on s'est posé la question avec Patricia en disant mais pourquoi on vend alors au-delà que c'est le moment et qu'il faut partir, bah, très souvent, je vous l'ai dit, hein, en moins de 20 ans, on a perdu un sacré nombre de points de pourcentage d'entreprises qui sont cédées dans le cadre de la famille. Et pourtant, le vœu numéro un pour les cédants de céder, c'est vraiment de pérenniser l'entreprise et les valeurs qu'ils ont bien voulu y mettre, de proximité, d'authenticité, de rigueur, de choix de fournisseurs, etc. On se l'est dit aussi en introduction, bah, céder une entreprise, c'est transmettre un patrimoine. Et puis, on rencontre un certain nombre de dirigeants avec Patricia et d'autres collègues. C'est envie de passer la main parce que, bah, voilà, on a des habitudes et ça fonctionne bien et que peut-être, il y a des habitudes de consommation différentes et auxquelles on n'a pas forcément envie de se prêter. Donc, on a envie que l'entreprise, elle perdure et qu'elle aille vers sur des enjeux plus actuels. Ce qui fait écho avec le repreneur qui, lui, quand il souhaite reprendre, c'est qu'il souhaite pérenniser cette entreprise et ses valeurs qu'il a vu grandir. Il a aussi un souhait, et ça tombe bien, on vient de le voir, c'est de faire évoluer l'entreprise. Et puis, on a vu, il y a à peu près 54% hein, dans le baromètre euh, qui nous a servi de classer un peu ses principales raisons, c'est de relever un défi entrepreneurial. Les gens ont envie de se mettre à leur compte. Et pourtant, certains dirigeants diront que c'est pas si simple et ils souhaitent pas toujours ça à leurs enfants. Ce qui vient avec la diapo suivante, les freins. Très souvent, on a quand même arrive le moment où il faut transmettre et on a quand même des freins, alors qu'ils sont conscients ou inconscients, peu importe, mais qu'il faut en tout cas éluder. C'est que très souvent, nous, on l'entend, on veut pas transmettre ce fardeau à nos enfants. L'entreprise est parfois un fardeau, mais c'est aussi parfois aussi, une source, de joie économique qu'il faut aussi préserver. Il y a aussi une fiscalité qui est complexe, hein, certains dirigeants disent: «J'arrête» et puis tant pis. Et puis une des raisons pour pas céder, c'est créer des tensions familiales. Tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on voit, l'idée, c'est quand même de préserver, aujourd'hui un équilibre avec une entreprise qui fonctionne et demain, cette entreprise qui est vouée à changer de main, on veut pas que ça crée des tensions. Donc c'est un des freins, mais c'est une fois de plus, une fois que les choses sont exprimées, c'est plus facile d'avancer. Alors que pour le repreneur familial, il a la crainte de ne pas être à la hauteur de ses parents. Il se dit qu'il va pas y arriver alors que peut-être, les parents, pour avoir eu des témoignages de certains nombres d'artisans, dans le cas de transmission, ils me disaient qu'ils avaient pris des risques insensés quand ils ont créé et puis finalement tout s'est bien passé. Bon, bah, ça rejoint un peu pour les repreneurs, ils ont l'impression de ne vont pas être à la hauteur. Ils ont peut-être aussi des contextes personnels et économiques familiales qui font qu'ils ont ni l'argent, ni l'envie, ni rien, mais pourquoi pas? Et puis, ils ont parfois peur que le fait qu'ils deviennent dirigeants, ne soit pas accepté par les vendeurs, par les parents, pour être un peu trivial. Mais voilà, ces freins, il y a rien d'irrémédiable, il suffit de bien reposer les choses et de se redire, pour que voilà, une fois qu'on a parlé de tout ça, on peut définitivement avancer. Je ne sais pas si jusqu'alors, vous avez des questions? Je regarde, mais non, a priori. Je te laisse la main, Patricia. Alors, Marine a déjà commencé d'en parler. L'enjeu humain est quand même très important dans le cadre d'une transmission familiale parce qu'il y a beaucoup d'émotions. La cession d'une entreprise, c'est un moment charnière, souvent chargé d'émotions intenses. Pour le cédant, c'est un adieu à des années de travail acharné, des sacrifices et des rêves réalisés. Donc, c'est tourner la page,
se détacher, changer de vie. Et c'est souvent une difficulté de se distancer de la direction d'une entreprise qu'on a soi-même créée ou repris il y a très longtemps et de la confier à quelqu'un d'autre. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, pour le cédant, il va y avoir des conséquences financières aussi, c'est-à-dire quelle sera sa situation après la transmission. Est-ce qu'il a établi un bilan patrimonial et social pour savoir quels seront ses revenus après la transmission, et puis donc des conséquences psychologiques comme on vient de le dire. Quand le cédant a la lourde charge de devoir choisir un successeur, il peut y avoir plusieurs personnes, et la question qu'on peut se poser, qui reprend, ne reprend pas, et qui a les compétences pour reprendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants à qui on aimerait bien transmettre, mais on n'a pas forcément vérifié si effectivement ils avaient les compétences pour assumer cette direction d'entreprise. Et puis, il peut y en avoir plusieurs, donc trancher entre l'un ou l'autre des enfants ou des héritiers, quels qu'ils soient, c'est une tâche difficile. Donc, ça peut être un choix de cœur plus que de raison, mais ça peut être les deux. L'idée étant, bien sûr, aussi, comme on l'a déjà dit, c'est de préserver l'équilibre familial. Et puis, le cédant a pensé peut-être à ses enfants, mais est-ce qu'ils ont pensé à leur conjoint? Parce que leur conjoint peut aussi être plus jeune. Ou est-ce qu'ils ont un frère, une sœur aussi, un cousin, une cousine? Enfin, donc ça ne se limite pas aux descendants directs, hein, ça peut être d'autres personnes. En tout cas, ça suppose quand même de s'interroger sur euh, qui a envie déjà de reprendre et qui a les compétences. Ce que moi j'ai vu dans un cas au moins, c'est que le cédant s'était projeté en disant je vais transmettre à mes enfants, c'est normal que je transmette à mes enfants. Et en fait, c'était le projet du papa, mais c'était pas le projet des enfants. Et en fait, si c'est pas le projet des enfants, on court à l'échec. Donc, il faut vraiment se poser la question de voilà, discuter en famille, c'est très important de discuter en famille pour savoir quelles sont les volontés des uns et des autres, pour ne pas justement qu'il y ait de conflits familiaux. Et puis, il y a aussi les salariés. Donc, on a déjà évoqué l'idée que le repreneur pourrait avoir de sa légitimité à diriger l'entreprise vis-à-vis des salariés qui, eux, connaissent le patron depuis de nombreuses années, qui lui font confiance. Et est-ce que ces salariés vont faire confiance à ce nouveau dirigeant qu'ils ont connu peut-être tout petit, hein, qu'ils ont vu courir dans l'atelier, par exemple? Comment des salariés peuvent faire confiance à un nouveau dirigeant, notamment quand c'est le fils du patron? Donc, ça suppose d'être là aussi très vigilant, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout changer tout en même temps, même s'il y a, comme on l'a dit, des enjeux à faire évoluer l'entreprise vers de nouvelles stratégies, de nouveaux marchés. Pour autant, il faut prendre en compte justement du temps pour que ce soit accepté par les salariés y compris. Pardon. Concernant, c'est la diapo d'après, donc les enjeux patrimoniaux, ça ne s'improvise pas de transmettre son entreprise. Il y a une vraie temporalité à respecter. Au-delà du choix du successeur, il s'agit d'orchestrer une transition fluide sur le plan, on l'a dit, humain, mais aussi sur le plan juridique, fiscal et financier. Et ce qu'on se dit, c'est qu'il faut en moyenne entre 5 et 10 ans pour engager une réflexion, commencer une réflexion en tout cas, pour bénéficier pleinement des dispositifs fiscaux avantageux, structurer cette transmission, lisser la fiscalité peut-être sur plusieurs années, ou tester une gouvernance.
l'entreprise est souvent le patrimoine, l'essentiel du patrimoine du dirigeant. Sa transmission induit donc une bascule de valeur vers son patrimoine privé, avec des effets majeurs sur sa fiscalité personnelle. La disponibilité financière, bien sûr, la retraite, la stratégie successorale globale. Il ne faut donc jamais isoler la transmission d'entreprise de l'ensemble du patrimoine du dirigeant. La question qu'il faut se poser, comment valoriser cette entreprise? Parce que s'il y a effectivement plusieurs enfants ou plusieurs héritiers et qu'on souhaite transmettre à l'un des enfants uniquement, eh ben, il se posera la question à un moment donné de la valeur de l'entreprise. Quelle est la valeur de l'entreprise? Même si je souhaite la donner, cette entreprise, je suis quand même obligée de la valoriser d'une part par rapport au fisc, hein, on l'a dit, et aussi par rapport aux autres héritiers pour que personne ne se sente lésé. Donc, oui, vas-y, je te laisse compléter. Non, je disais, en effet, l'enjeu patrimonial, c'est celui qui est le plus facile à appréhender parce qu'il est connu par des bilans, par des tas de choses, alors que, bon, il est moins sujet à conversation, excepté, comme tu l'as dit, la valorisation qui peut parfois faire débat et tu l'as dit aussi, la tentative d'être un prix à la fois juste pour vivre de la vente et à la fois, pas trop, élevé pour ses propres enfants. Il y a un vrai équilibre à trouver, mais bon, il y a des possibilités d'avancer là-dessus. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de solliciter des professionnels, que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, on a aussi, nous, des prestations pour justement valoriser l'entreprise, mais vous pouvez faire appel, bien sûr, à votre expert comptable, à votre avocat, à votre notaire, qui seront aussi de très bons conseils, justement, pour tous ces enjeux patrimoniaux. En tout cas, nous, c'est des gens avec qui on travaille, hein, l'articulation, elle se fait assez naturellement entre la chambre de métier et les professionnels, du droit et du chiffre, hein. Je sais pas si tu avais d'autres éléments sur les enjeux Non. patrimoniaux? Ouais, on va parler des Alors, enjeux juridiques. sur les enjeux juridiques, est-ce qu'il vaut mieux vendre ou donner l'entreprise? Est-ce qu'on transmet un fonds de commerce ou des parts sociales? Quel sera le statut du repreneur? Est-ce qu'il sera associé? Est-ce qu'il possédera de la totalité des parts? Est-ce il y aura plusieurs associés mais un seul dirigeant? Ou plusieurs dirigeants, plusieurs associés, plusieurs dirigeants? Encore une fois, dans le cadre familial. Il est nécessaire de formaliser le rôle de chacun dans un pacte d'associés pour que là aussi, il n'y ait pas d'ambiguïté et que ça ne génère pas de conflit. Plus on formalise en fait au travers justement des statuts ou d'un pacte d'associés, plus on formalise ces éléments-là, moins on risque d'avoir des conflits. La question peut se poser de la forme juridique actuelle. Si aujourd'hui vous êtes en entreprise individuelle, est-ce qu'il faut transmettre l'entreprise individuelle ou est-ce qu'il faut créer une société qui reprendrait le fonds de commerce, encore une fois? Est-ce qu'on peut envisager de transmettre progressivement? C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il faut s'y prendre au moins 5 ou 10 ans à l'avance, parce que s'il y a un changement de forme juridique à faire pour intégrer progressivement le repreneur et donner des parts petit à petit pendant ces 10 années. Moi, je l'ai vu récemment pour une entreprise justement qui a 10 ans a commencé de céder des parts à un de ses salariés. Alors, on n'était pas dans le cadre familial, mais et toutes les années, lui a cédé 10% des parts jusqu'à la fin, au bout des 10 ans, pour que l'ensemble des parts soit transmise au repreneur. Pendant cette période-là, cette transmission progressive, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de tester des gouvernances partagées. Est-ce qu'il peut y avoir une cogérence entre le dirigeant actuel et le repreneur? Il peut y avoir donc différentes façons de gouverner l'entreprise de façon à ce que ça se fasse effectivement progressivement et sans heurts.
Concernant les enjeux économiques, au-delà des enjeux humains, on en a parlé, hein, cédants, repreneurs, salariés, les autres membres de la famille, un véritable enjeu, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc, assurer la continuité de l'activité sans rupture, maintenir les emplois, éviter la disparition des savoir-faire, parce qu'on pourrait aussi prendre le risque, enfin, on l'a vu, hein, quand moi j'ai vu des entreprises pour lesquelles, suite au changement de dirigeant, il y a des salariés qui sont partis. Et ben, si les salariés partent, on perd du savoir-faire et du coup, on perd des marchés. Comment on préserve le capital économique de l'entreprise, conservation des investissements déjà réalisés, des équipements, comment on conserve la relation avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, la continuité des contrats, quels que soient les contrats. Encore une fois, là aussi, ça peut être des contrats clients, mais ça peut être aussi des contrats juste d'assurance, hein, par exemple. Donc, cet enjeu économique, il est quand même primordial. C'est vraiment une communication à la fois interne avec les salariés, avec les autres associés s'il y en a, avec les partenaires, hein, donc à la fois interne et externe, je le disais. Et le cédant a un rôle primordial dans cette transition, dans l'accompagnement du repreneur à cette transition. Le repreneur doit aussi se préparer justement à ces enjeux économiques et pour obtenir, j'allais dire, la légitimité aux yeux des équipes, plus il sera formé et accompagné par le cédant et plus effectivement sa légitimité sera Assuré. assurée. Voilà. Le cédant, bien sûr, doit transmettre son expérience, ses contacts, sa vision. Le repreneur peut avoir une autre vision. L'idée, c'est d'avancer ensemble et que petit à petit, le cédant laisse la place au repreneur. Le repreneur voudra peut-être moderniser l'entreprise, l'orienter vers de nouveaux marchés, renforcer sa présence sur tel ou tel marché. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est très compliqué, ça aussi, hein, parce que le cédant vient avec sa vision, le repreneur vient avec sa vision, le cédant en avait une autre jusqu'à présent, et c'est parfois compliqué pour le cédant de laisser la main. Et pourtant, ça peut très bien se passer si les uns et les autres avancent ensemble. Et puis on le sait aussi, hein, on le verra un peu quand on fera les outils, bah, d'ailleurs c'est juste après. De toute façon, il y a des choses qui sont très organisées, hein, par la loi déjà, ne serait-ce que là, il y a quand même une obligation d'informer parfois ses salariés qu'on vend, enfin voilà. Donc de toute façon, on a tous les enjeux dont on a parlé qui sont très personnels, mais après tout ça est quand même, très strié par, des règles qui sont connues de tous, hein. Est-ce que tu avais d'autres choses sur l'enjeu économique ou pas, Patricia? Ou On peut passer à la diapo d'après. On Alors, l'a pas dit, ouais, on l'avait pas dit en introduction, mais on va vous présenter, à la différence du webinaire, du mois dernier, les 2 possibilités de transmettre. C'est à la fois à titre gratuit et à la fois, heu, pas à à titre titre onéreux. gratuit et à titre onéreux. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, mais bon, après, on se complète. Donc, les différentes modalités de transmission à titre gratuit, la donation simple, la donation partage, la transmission par succession, et puis on a noté le démembrement de propriété. On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. La donation simple, elle peut être faite à un héritier, un salarié, un tiers, quel qu'il soit. Elle entraîne une imposition immédiate sur les plus-values et les bénéfices. Mais il existe des dispositifs, et on en parlera plus loin, pour permettre Amoindrir, ouais. une Pour exonération amoindrir les coûts, ouais. partielle des droits de succession sous certaines conditions, notamment le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, pour info, on en parlera tout à l'heure, j'expliquerai ce que c'est tout à l'heure.
qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale, puisqu'on cherche à faire des économies. Il se pourrait que le pacte du travail soit un petit peu raboté. Mais pour l'instant, il est encore fonctionnel et il marche très bien. La donation-partage, elle se fait entre les héritiers de manière anticipée. Elle fige la valeur des biens au jour de la donation, ce qui évite des conflits futurs. C'est celle qui est le plus utilisée par rapport à la donation-partage parce qu'elle est la plus. Enfin, la donation-partage, elle est quand même. C'est pas qu'elle soit plus équitable, mais en tout cas, elle permet d'assurer un avenir plus serein. Après, la donation, si on a un seul enfant, parfois ça peut se discuter, mais pour avoir fait ça plusieurs fois, j'ai rarement vu des donations simples. Je sais pas toi, Patricia, mais c'est plutôt des donations partage. Donation-partage. Mais là aussi, il y a des dispositifs fiscaux avantageux. Le pacte du travail peut s'appliquer aussi dans le cadre d'une donation-partage. Il peut y avoir d'autres abattements fiscaux, notamment celle qu'on connaît, les 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. C'est un dispositif assez souple. Il peut porter sur tout ou partie des biens. Le conjoint peut être inclus dans l'acte. Possibilité de faire aussi, d'inclure des tiers et de faire une donation transgénérationnelle. On le verra dans le démembrement de propriété. Il y a possibilité aussi de transmettre en nue propriété et de conserver l'usufruit pour le cédant. Donc voilà, c'est des choses auxquelles vous pouvez réfléchir. Et là aussi, ça peut se faire de façon très anticipée. C'est-à-dire que si on parle de donation-partage et qu'on parle effectivement de transmettre en nue propriété, ça veut dire que le gérant, l'actuel dirigeant peut garder son activité de dirigeant puisqu'il a l'usufruit jusqu'à une certaine date convenue. La transmission par succession, c'est une transmission qui se fait par testament au moment du décès du chef d'entreprise. C'est-à-dire que dans un testament, le chef d'entreprise aura désigné précisément le ou les héritiers qui reprendront l'entreprise, évitant ainsi les conflits familiaux et les situations de co-gérance non souhaitées. Là aussi, il peut y avoir des abattements et des exonérations fiscales. Ça nécessite une bonne anticipation pour éviter les difficultés de gestion ou de financement des droits de succession. Voilà, et puis il peut y avoir des clauses spécifiques d'agrément dans les statuts de certaines sociétés pour encadrer l'entrée des héritiers. Après, on va être assez. Enfin, je sais pas si c'est une histoire d'honnêteté, mais en tout cas, ce qui est très courant, c'est plutôt les transmissions à titre onéreux. Oui. J'ai pas de proportion, mais ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur le sujet avec Patricia. Des transmissions à titre gratuit, j'en ai vu de manière très, très exceptionnelle. Je pense qu'on rentre souvent plutôt dans la diapo suivante qui est les transmissions à titre onéreux. C'est plus classique et auquel cas plus utilisé, quoi. Oui, donc juste sur la diapo d'avant, donc le démembrement de propriété, je voulais juste terminer, c'est juste le terme qu'on utilise pour justement permettre aux dirigeants de transmettre la nue propriété de l'entreprise tout en conservant l'usufruit. Ça lui permet de garder le contrôle tout en préparant la transmission. Et là aussi, il y a une fiscalité avantageuse si ce démembrement est réalisé avant 70 ans. En tout cas, toutes ces modalités de transmission à titre gratuit, il faut anticiper au maximum. C'est ce qui ressort. Plus vous anticipez, et mieux c'est. Donc, dans la diapo suivante, donc la transmission à titre onéreux. Alors, je ne sais pas où est partie Marine. Si, je suis là. Je réponds aux questions du chat. Très bien. Je croyais que tu faisais avancer les diapos. Mais c'est bon, j'ai fait avancer. Si, je l'avais. Du coup, on l'a dit, est-ce que je vends un fonds de commerce? Est-ce que je vends des parts sociales? Est-ce que je crée une holding
pour justement racheter une entreprise individuelle, par exemple. Et puis, on l'a dit aussi, comment intégrer petit à petit des associés en faisant une transmission progressivement. Qu'est-ce que c'est quand on vend un fonds de commerce? Qu'est-ce qu'on vend? On vend des éléments, alors on appelle ça en termes comptables des éléments corporels et incorporels. Donc les éléments corporels, c'est tout ce qui est matériel, mobilier. Incorporel, c'est la clientèle, le non commercial, potentiellement le droit au bail. On transmet en fait voilà, le haut du bilan, mais le repreneur n'assume pas les dettes actuelles de l'entreprise. Le stock est vendu séparément après inventaire. Au contraire, quand on vend des parts sociales, on achète, enfin, le repreneur reprend l'ensemble du patrimoine de l'entreprise, l'actif et le passif. Donc, ça veut dire qu'il reprend les dettes actuelles, que ce soit les dettes auprès des banques. S'il y a des crédits en cours auprès de la banque, il reprend la société continue sa vie finalement et continue de rembourser les prêts, que ce soit les dettes aussi auprès des fournisseurs potentiellement, les dettes auprès des salariés s'il y en a. Et donc, bien souvent, il est préconisé pour protéger le repreneur de négocier des garanties de passifs pour justement qu'on ne découvre pas au dernier moment des dettes de l'entreprise qu'on n'avait pas imaginées. Donc, c'est important de négocier ces garanties de passifs. Alors, la holding, c'est quoi? C'est une société dont l'objet principal est de détenir des parts ou des actions dans d'autres sociétés. Donc, elle permet de faciliter la transmission. Pourquoi? Parce qu'en apportant les titres de l'entreprise à une holding, les parents peuvent ensuite transmettre progressivement les parts de la holding à leurs enfants. Cela permet de conserver le contrôle de l'entreprise tout en organisant la succession de manière anticipée. Les enfants peuvent entrer progressivement donc, dans la gestion via la holding sans bouleverser l'équilibre de l'entreprise. Cela permet aussi d'éviter des conflits familiaux en clarifiant les rôles et les droits de chacun. Cet outil-là, en passant par la holding, peut aussi bénéficier d'un abattement lié au pacte Dutreil sur la valeur des titres transmis. Et puis la holding donc, permet de gérer justement des donations ou l'achat de parts échelonné dans le temps. Voilà. Je vais te Donc, donner aussi une information, Patricia, c'est que on a déjà 42 minutes et qu'il nous il reste faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on soit peut-être plus concise. Ce qu'on est déjà, mais voilà. Donc, sur les outils de gouvernance, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est le pacte d'associés ou le pacte de famille. Il permet d'anticiper et d'organiser la succession, d'organiser la gouvernance, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun. C'est vraiment des outils pour préserver l'unité familiale et éviter les conflits entre les héritiers. Ça nécessite une communication transparente avec la famille. Ça permet aussi, puisque on parlera tout à l'heure du pacte Dutreil, de rédiger l'engagement collectif de conservation des titres, qui est une des conditions indispensables pour bénéficier de l'exonération Dutreil. Ces pactes-là nécessitent l'intervention d'un expert juridique pointu, donc il faut que ce soit fait par un avocat, un notaire, enfin voilà, c'est important de se faire accompagner pour la rédaction de ces pactes. Ils ne sont pas obligatoires, mais pour nous être un peu intéressés sur le pacte de la famille, puisque c'était un peu la thématique du soir, il est assez méconnu, mais il est très engageant. C'est un accord privé et en effet, tu l'as dit, qui fixe des règles à une participation de tous les membres de la famille. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Enfin, c'est assez lourd. Donc,
Ça existe depuis 2007, enfin, dans le cas de la transmission, là, on a vu et c'est vrai que c'est très engageant, mais ça permet de très bien clarifier le process. Donc parfois, pour certaines familles, c'est assez intéressant. Est-ce que je passe à la diapo suivante ou tu voulais Oui, compléter? non, c'est… Alors, Marine l'a dit en introduction, la fiscalité de la transmission, c'est très complexe parce que selon la forme juridique, si vous êtes en entreprise individuelle ou en société, selon le régime fiscal, est-ce que l'entreprise est imposée à l'IR ou à l'IS, selon les modalités de la transmission, est-ce que c'est une vente, est-ce que c'est une donation partage, un démembrement, en fait, la fiscalité peut être très différente en fonction de tous ces éléments-là. Donc, Marine disait, on a un webinaire spécifique sur la fiscalité de la transmission. Donc, il faut vraiment, si vous voulez avoir plus de détails, vous inscrire à ce webinaire-là. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tous ces éléments juridiques, fiscaux et modalités de la transmission vont avoir des incidences sur la fiscalité. Quand on parle de fiscalité, alors je vais sur la diapo d'après, on parle de quoi? On parle du côté du cédant ou du donateur, de taxation des plus-values, d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux et impôts sur les sociétés. Et du côté du repreneur, des droits de succession. L'impôt sur les plus-values, enfin ce qu'on appelle la flat tax, c'est 30% sur la plus-value, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Du côté du repreneur, les droits de succession, donc c'est en fonction du lien de parenté qu'il y a entre si c'est une donation, hein, notamment, hein, en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire, et ça peut aller de 5 à 45% après abattement. Donc, les abattements en cas de donation, 100 000 euros d'abattement en ligne directe. Et si c'est frère, sœur ou neveu, les abattements sont beaucoup plus faibles, effectivement. Voilà. Donc là, encore une fois, notre collègue qui anime la fiscalité de la transmission pourrait vous donner beaucoup plus de détails sur toutes ces taxations. Je vous en ai dit l'essentiel, hein, taxation sur les plus-values et puis droit de succession pour le repreneur. Les principaux dispositifs d'exonération et d'abattement, le but c'est d'optimiser la fiscalité. Alors, on en a mis 5 là, c'est les 5 principaux, hein. Le premier, c'est l'exonération liée, alors est-ce que c'est le premier? À la valeur de cession. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. selon la valeur, on parlait au début, tout à l'heure, de valoriser l'entreprise, de valoriser que ce soit les titres ou le fonds de commerce. En tout cas, cette exonération-là s'adresse à des petites entreprises qui ne dépassent pas, dont la valeur de cession est inférieure ou égale à 500 000 euros pour une entreprise individuelle et 300 000 euros pour la vente de parts sociales. Et puis, il y a une exonération partielle pour la part comprise entre 500 000 euros et 1 million d'euros pour les entreprises individuelles et 300 000 et 500 000 euros pour les parts sociales. Pour cette première exonération, il est nécessaire que l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et puis, il y a d'autres conditions, mais selon, là, encore une fois, si c'est une société ou une entreprise individuelle, ce ne sont pas les mêmes conditions. Pour les sociétés, il faut qu'il y ait moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Voilà. Pour la deuxième, la deuxième, c'est un report d'imposition des plus-values à condition que l'exploitation soit poursuivie pendant au moins 5 ans après la transmission.
Donc, ça veut dire que c'est un report d'imposition qui se transformera en exonération définitive si l'activité est bien poursuivie par l'un des bénéficiaires pendant au moins 5 ans. Ça suppose de faire chaque année des déclarations, hein, donc il y a des obligations déclaratives importantes, et ça s'adresse uniquement aux entreprises individuelles. Ça, je l'ai pas dit, donc c'est précisé sur la diapo. Sur la diapo, ouais. Ça ne concerne pas les sociétés. Le troisième exonération possible, c'est lié au départ à la retraite du dirigeant. Donc, Oui, non, celle-ci, c'est celle qu'on utilise le plus souvent et en effet, comme tu l'as dit, il faut avoir, il y a un certain nombre de conditions, mais qui sont très connues de vos comptables. Avoir dirigé l'entreprise au moins 5 ans. Vous avez jusqu'à 2 ans avant la retraite et 2 ans après pour pouvoir, l'actionner. Il faut être soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà, ça c'est on va dire, c'est une exonération assez classique qu'on utilise, assez fréquemment et tout ce qu'on dit depuis déjà 2-3 minutes avec Patricia, ça nécessite que vous ayez bien valorisé, votre fonds ou vos parts sociales et que vous avez un chiffre sur lequel on peut se baser, hein. On peut actionner ces dispositifs une fois qu'on a réglé la question de à combien on vend, hein, parce qu'il y a des questions qui apparaissent là-dessus, Patricia, que tu vois peut-être pas, mais voilà, c'est important de leur dire. Je sais pas oui. si tu veux reprendre la main sur l'exonération des petites entreprises, suivant Bah, le après, chiffre là, d'affaires? alors, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, on avait des exonérations liées à la valeur de cession. Là, c'est lié au chiffre d'affaires. Donc, des exonérations totales si le chiffre d'affaires des 2 dernières années ne dépasse pas 250 000 € pour les activités commerciales et 90 000 € pour les activités de prestation de services. Et ensuite, exonération partielle et dégressive jusqu'à 350 000 € pour les activités commerciales et jusqu'à 126 000 € pour les prestations de services. Donc, la différence par rapport à l'exonération en cas de départ en retraite, c'est que celle-là, elle s'applique aussi bien sur l'impôt sur le revenu que sur les prélèvements sociaux, hein. Je vous ai dit tout à l'heure 12,8% d'impôt sur le revenu pour les plus-values et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Donc là, pour ce quatrième cas de figure, on a bien une exonération totale, alors que pour l'exonération liée au départ en retraite, ça ne s'applique que à l'impôt sur le revenu et pas aux prélèvements sociaux. Et puis le fameux pacte du trade dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc c'est une exonération de 75% de la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de succession. Donc c'est intéressant. On peut peut-être passer sur la diapo d'après, puisque j'avais fait un schéma. Allez. Ah, Non, trop vite. pardon, celle-là. Mmh. Donc, en fait, le pacte du trade, c'est effectivement une exonération partielle des droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit de titres de société ou d'entreprise individuelle. La condition, c'est qu'il faut un engagement à conserver les titres et à s'engager dans des fonctions de dirigeant pendant au moins 3 ans. Donc là, je ne sais pas si vous voyez que sur mon schéma, c'est-à-dire que dans le pacte de famille ou le pacte d'associés, préalablement à la transmission, il y a un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins 2 ans. Et ensuite, les repreneurs doivent, eux, s'engager à conserver les titres pendant au moins 4 ans. Voilà. Et exercer une fonction de dirigeant pendant au moins 5 ans. Ce qui est très important, là, j'en parlais avec notre spécialiste, qui a fait la visio le mois dernier. Ce qu'elle me dit souvent, ce qu'on oublie dans le pacte du trust, c'est qu'il faut bien faire la donation-partage pendant l'engagement collectif, clôturer l'engagement collectif et aller sur l'engagement individuel. Parfois, on oublie de le faire et ça décale dans le temps, tout le process. Donc il faut bien être, bon ça en général vous êtes accompagné, mais il faut être très, très vigilant sur, le la petite, schématisation des étapes, qu'on vous a présentées. Mmh. Mais là aussi, hein, faites-vous accompagner par un avocat, par un notaire qui saura effectivement
vous préciser tout ça et faire justement tous ces engagements individuels et collectifs avant et après la session. En tout cas, l'exonération ou l'abattement dont on parlait, l'exonération de ce pacte Dutreil ne sera considéré comme définitivement acquis au bout des 6 ans. Hein. Donc, c'est ce qui est écrit, hein, exonération Dutreil définitivement acquise au bout de 6 ans seulement. C'est le fameux temps long qu'on vous parle. Souvent, les gens me disent, mais il y a quoi qui est si long à faire? En fait, ce qui est long, c'est que pour avoir les exonérations, la réflexion, mettre tout le monde d'accord, finalement, ça prend du temps. Et on l'a dit, hein, surtout en famille, ça imbrique tellement de choses que ces temps de discussion, ces temps de validation, elles prennent un peu plus de temps que si on était avec un parfait inconnu, hein. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Non, le pacte du Dutreil? Ok. non, s'il n'y a pas de questions. Du coup, je voulais vous parler d'un accompagnement qu'on avait fait, hein, pour faire un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit jusqu'alors. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une entreprise savoyarde, qui a été créée, en charpente en 36, qui avait été repris une première fois par une première génération en 88 et puis là, en 2024, alors vous voyez que le temps long finalement il a été finalement assez court dans cet exemple précis, mais on a reçu les gens en 2023. Heu le papa voulait vendre parce qu'il voulait partir à la retraite. Il avait un fils qui était intéressé, qui était pas du métier, mais qui était intéressé. Le fils, du coup, dans ce temps long, a passé un CAP charpente pour bien comprendre les enjeux de l'entreprise. Il avait un niveau suffisant au niveau réglementaire pour pouvoir reprendre l'entreprise, mais néanmoins, il s'est formé, parce que je vous l'ai dit au tout début et on vous l'a dit, il y a la posture de dirigeant, mais il y a aussi la posture technique dans l'artisanat qui est primordiale et qu'il faut maîtriser, hein, pour que ça soit réussi. Et puis donc du coup, on a reçu et le repreneur, le fils et le papa sur des temps, ensemble et séparés. Donc l'accompagnement qu'on a fait, il y a un dispositif qui s'appelle le CEP, qui est, conseil en évolution professionnelle, qu'on a activé pour le fils, qui a pu passer un CAP de couvreur. Et puis on a accompagné le papa sur la valorisation des parts et puis surtout le calendrier qu'il fallait mettre en place pour que tout le monde arrive à coïncider, les attendus des uns et des autres. Aujourd'hui, l'entreprise, elle fonctionne bien, il y a une croissance de 15% après la reprise et puis, voilà, l'accompagnement a été, à la fois rapide parce que là, on a fait 2023-2025, mais néanmoins parfois, le temps est bien plus long et nous, on est très contents d'avoir des entreprises, qui restent sur le territoire et qui fonctionnent. En résumé, on arrive, hein, c'est pas que ça va s'auto-arrêter, mais je crois, Yael, qu'on a un petit délai, hein, c'est pas stricto sensus, 19 heures pétantes, mais Oui, oui, oui. Mais comme on dit dans les chambres de métier, une bonne réunion, c'est une réunion qui commence à l'heure et qui finit à l'heure. Donc, allons-y, il n'y aura pas de on est clôture. on n'est pas très, très loin. Heu, en préparant pour tout vous dire, hein, parce qu'on est entre nous, hein, mais avec Patricia, on s'est porté volontaire sur cette thématique, pas qu'on soit meilleur que nos collègues, hem, mais parce qu'on est en chambre de métier depuis assez longtemps et qu'on a vu un certain nombre d'histoires, d'accompagnements, d'entreprises qui ont cédé. Et en fait, s'il y a bien quelque chose qui nous marque, c'est quand même cette anticipation. Et on vous l'a dit, hein, c'est pas anticiper à tout prix parce qu'il faut. Il faut avoir respecté 5, 10 ans. Il faut anticiper parce qu'il y a tellement de choses à régler. Il y a la valeur économique réelle qu'il faut définir, des impacts fiscaux en fonction des formes juridiques. Il y a des interactions entre les actifs professionnels et personnels du dirigeant qu'il faut sortir, qu'il faut garder, qu'il faut introduire. Il y a ce temps de chercher un repreneur. Il y a parfois des repreneurs déclarés et puis ça ne va pas au bout. Comment on traite équitablement tout le monde, la gouvernance. Donc voilà, anticiper, c'est tout ça, c'est engager une réflexion globale pour répondre aux enjeux de demain. Est-ce qu'il y a des métiers où ça devient tellement compliqué qu'il faut repenser l'entreprise ou en tout cas aller sur d'autres marchés ou
Voilà, moi, j'ai une entreprise dans l'alimentaire qui, grosso modo, était très traditionnelle et puis le fait que le fils soit arrivé, il a fait une sorte de drive, alors c'est bien, c'est pas bien, bah, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Ce qui est très long et on l'a vu là, Patricia a passé un moment à nous l'expliquer, c'est la fiscalité, hein. Il y a des choix à faire, avec des contextes, législatifs qui jusqu'alors ont assez peu bougé, mais on vient de vous le dire, hein, ce qu'on vous dit aujourd'hui le 13-11 sera peut-être plus valable en 2026. Bon, à la marge, on peut s'engager sur rien, mais on sait que c'est quand même la transmission, c'est quelque chose qui n'a pas trop bougé jusqu'alors, en tout cas l'optimisation fiscale. Et puis l'important de se faire accompagner par des professionnels. On a parlé des experts du chiffre et du droit, mais il y en a d'autres. Il y en a un sur le patrimoine, sur l'audit social. Quels sont vos besoins après? Il y a l'offre chambre de métier dont je vais vous parler tout de suite. Il y a un résumé sur le diagnostic évaluation juste après. On avait fait aussi avec elle, on s'était dit que c'était important de vous parler de quelque chose qui est assez nouveau chez nous, qui s'appelle le RPMS. C'est un nouveau titre que les chambres de métier mettent en avant. C'est un titre Bac+2. C'est tellement nouveau que nous, on a commencé à en savoir que cette année. L'idée, c'est de préparer justement votre successeur au métier de dirigeant, hein. Donc c'est vraiment 4 modules, ça ressemble un peu à la DEA pour ceux qui connaissent, mais avec un niveau un peu supérieur. Et l'idée, c'est d'acquérir toutes les compétences d'un dirigeant pour diriger une entreprise artisanale. On a un partenaire qui s'appelle AG2R qui fait des audits patrimoniales et sociales, qui vous dit de manière assez précise combien vous allez gagner in fine. Et puis la couverture, hein, aujourd'hui, on en a un peu moins parlé, mais c'est vrai que vous êtes couvert par l'entreprise. Demain, vous êtes plus dirigeant, bah, voilà, il faudra repenser tout ça. Et puis on a une formation, alors page 36, mais ça peu vous importe. Les clés d'une transmission réussie de 2 jours, qui se fait pas de manière régulière, mais qui est intéressante à suivre. Et puis dans les chambres, il y a des partenaires, des permanences notaires, avocats, assureurs, prévoyance. Et puis on a des prêts d'honneur, à taux zéro, un qui s'appelle le prêt artisan, sur lequel on est acteur. Et c'est plutôt en dirigeant de vos repreneurs, la possibilité d'aller jusqu'à 20 000 € sans garantie et après à taux zéro. Donc c'est parfois intéressant pour le tour de table. Là, on en a peu parlé du tour de table des enfants, mais voilà, il y a aussi aller chercher l'argent. Et puis voilà pour ça. Alors, je vais vous les. J'avais une version un peu différente, mais c'était pour vous reparler juste de l'offre chambre de métier. Elle sera dans le document définitif. C'est qu'on a des rendez-vous transmission offerts. Et après, on a des diagnostics pour évaluer la valeur de l'entreprise selon votre chiffre d'affaires avec deux tarifs différents. Et puis après, on a toujours la possibilité de vous recevoir en rendez-vous individuel à 60 € hors taxe, si je lis bien mes notes. Voilà. Et je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je ne sais pas si toi, Patricia, tu voulais rajouter des choses. À ce stade, a priori, il n'y avait pas d'autres questions sur le chat. Patricia, un dernier mot peut-être? Non, voilà. Anticiper, le dernier mot, c'est Anticiper, ce que j'allais dire. anticiper. Anticiper, faites-vous accompagner par des professionnels, venez nous voir. On a une offre qui est hyper axée sur la transmission d'entreprise, donc comme vient de le détailler Marine. Donc voilà, ne restez pas isolés. Parlez-en aussi à votre expert comptable, bien sûr, mais c'est bien d'avoir aussi plusieurs avis. Alors, si tu peux me permettre, Patricia, parler surtout à votre conseiller CMA, parce que nous, on est objectif. Nous, on Ouais. n'est pas forcément client de vous ou de votre preneur potentiel. On aura une analyse objective de votre transmission. En plus de ça, on est un fil rouge. On a des conseillers qui, en plus de ça, ont le smile et sont connaisseurs du sujet. Et on sera totalement en capacité de vous accompagner, de vous orienter vers les personnes effectivement qui seront en capacité de vous apporter l'expertise, mais on est le fil rouge de votre transmission, on est passionné par vos métiers, par vos situations, on a la valeur ajoutée d'être neutre dans
étape qui constitue quand même une vraie étape de votre vie professionnelle, voire même de votre vie personnelle. Donc, je vous ai posté dans le chat la possibilité de prendre rendez-vous pour un rendez-vous conseil entreprise. Le premier est offert pour faire le point un peu sur votre situation et de pouvoir vous orienter sur les différentes solutions qui vont être les plus opportunes. Je remercie vivement Patricia et Marine, mes collègues de Haute-Savoie, de Savoie pardon, et de Haute-Loire, qui sont des expertes en la matière. Je vois vos messages passer et il me semble qu'on a répondu à vos attentes. Encore une fois, faites-vous accompagner et anticiper. Le maître mot, c'est anticiper, notamment dans le cadre familial, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, nos expertes Marine et Patricia. Un grand merci à tous d'avoir créé de la richesse dans ce pays et de continuer à la créer. Et surtout, une transmission de qualité, ça se fait avec la Chambre de métier. À bientôt. Vous aurez le support et le webinaire et le replay dans, on va dire, les heures, voire les jours à venir. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter votre chambre de métier. Marine, Patricia, merci beaucoup pour votre expertise, le temps dédié. Et à très bientôt dans votre À chambre de bientôt. métier. Au revoir, Merci. bonne soirée. Bonne soirée.